Ça va, il n'y a pas trop de monde, on peut traverser tranquille. C'est la première fois qu'ils reviennent dans leur pays natal, l'Éthiopie. Vincent et ses sœurs, Élise et Amélie, ont été adoptés par un couple français, il y a 19 ans. Ah, tu vois, des petites statuettes et tout. En fait, il faut pour prendre des petits cadeaux. On prend pour papa et maman les deux, enfin juste l'éléphant. Ils sont arrivés en France à l'âge de 4, 5 et 6 ans. Les petits ici sont moins oppressants, enfin ils m'ont dit moins. Une jeunesse en Bretagne, loin du quotidien des enfants des rues d'Addis Abeba. C'est vrai qu'ici, on voit dès qu'ils trouvent quelque chose, un petit déchet par terre, ils le mangent. Et voir autant d'enfants, en fait, ouais, ça met une claque. J'aurais pu être à leur place, j'aurais pu imaginer totalement avoir peut-être cette vie mendier. Moi, ça m'a mis une claque, en tout cas. Pendant 2-3 jours, j'étais pas très bien. Vincent et ses sœurs auraient pu avoir cette vie, car ils n'auraient jamais dû quitter leur pays d'origine. En Éthiopie, seuls les enfants orphelins pouvaient être adoptés. Or, leur père, à l'époque, était bien vivant. Ils l'ont appris il y a seulement 1 an. Comment tu te sens? Ça monte, hein. Leur père est aujourd'hui décédé, mais au cours de ce voyage, Amélie, Élise et Vincent ont retrouvé leurs 2 sœurs biologiques. Un événement qu'ils ont filmé eux-mêmes. Ils ne s'étaient pas vus depuis 19 ans. My sisters. You're my sisters. Ah. Ouais, message, my sisters. Comme Vincent et ses sœurs, ces dernières années, plus d'une 50aine d'enfants adoptés en Éthiopie ont retrouvé leur famille biologique, parfois même leurs parents, alors qu'ils étaient persuadés d'être orphelins. Au cœur de ce qui pourrait être une affaire d'adoption illégale, les services sociaux éthiopiens et peut-être une association française, les Enfants de Reine de Miséricorde. Dès 1990, dans ce pays africain en proie à la guerre civile, à la famine et au ravage du sida, elle permet l'adoption de 1575 enfants en 27 ans. Des dizaines d'entre eux auraient été adoptés sans le consentement de leurs parents. Des adoptions aux conséquences dévastatrices sur les familles biologiques, adoptives et sur les enfants eux-mêmes. Adoptée il y a 28 ans, Mélissa sait aujourd'hui qu'elle a construit toute la première partie de sa vie sur un mensonge. Gérante d'un restaurant, elle vit aujourd'hui à Bilbao, en Espagne. Dès sa majorité, elle a voulu s'éloigner de la France et de sa famille adoptive. Je me suis sentie mieux à l'étranger que nulle part ailleurs, en fait. Et c'est peut-être la raison pourquoi je ne rentrerai pas en France. J'ai un peu ce sentiment, je pense qu'il est resté un peu à l'intérieur de moi, ce sentiment que peut-être que la France m'a fait du mal inconsciemment, mais ça m'a fait du mal. J'ai toujours je sais pas, ça reste en moi. Mélissa n'a que 3 ans lorsqu'elle débarque à l'aéroport à Paris en 1993. Elle a conservé la vidéo de sa rencontre avec ses parents adoptifs. Ils sont tous... J'ai juste très peur, je pense. C'est beaucoup de personnes que je connais pas, ils sont tous blancs. Mélissa ne se souvient pas qu'on lui ait expliqué qu'elle allait être élevée par une famille en France. Le déracinement est total. Je comprends rien. Je me sens mal pour eux. Enfin, ma famille adoptive, ils sont tout émus. Mais moi, je sais très bien que
Je comprends pas ce qui est en train de se passer. Là, on est en train de m'enlever à mes amis, à la seule chose que je connais. Je pense que ça vient juste de... Je commence à avoir peur. C'est le premier jour du reste de sa vie. Mélissa grandit dans un village en Normandie. Sa mère est enseignante, son père est comptable. Ils ont déjà 2 garçons biologiques. C'est la petite dernière de la famille. L'association leur a assuré que Mélissa avait perdu sa mère dès sa naissance et qu'elle n'avait plus aucune famille en Éthiopie. Moi, ce qu'on me racontait, voilà, c'était des histoires comme quoi on m'avait retrouvée dans un camp réfugié en Éthiopie, à Addis Abeba, que mon père, du jour au lendemain, avait disparu et qu'il était mort, et que je m'étais retrouvée à mendier dans la rue, et puis qu'on m'avait retrouvée dans la rue mendier, donc on m'avait mis en orphelinat pour l'adoption. Ça, c'est l'histoire, mon histoire qu'on m'a racontée toute ma vie. Mais je ne me sentais pas du tout connectée avec l'histoire qu'on me donnait. Parce que j'y croyais pas, parce que je ressentais rien, vraiment rien. En grandissant, Mélissa se révèle une adolescente difficile avec ses parents. Elle part s'installer dès sa majorité en Angleterre, puis en Australie. En 2016, alors qu'elle a 28 ans, sa vie bascule. Des membres de sa famille biologique, qui la cherchent depuis plus de 15 ans, la contacte sur les réseaux sociaux. Il lui envoie une photo et lui annonce que sa mère est vivante. J'y ai cru, dès la première seconde. Je me suis vue, en fait, c'est la première fois de ma vie que je me reconnaissais en quelqu'un. Je reconnaissais les traits, le nez, je me reconnais chez elle. Et ça, c'était un rêve d'enfant, de pouvoir ressembler à quelqu'un. Ça, c'était... Je pense que c'était plus ça, de voir que finalement, je ressemblais, et en plus, je ressemblais à ma mère. Mélissa décide alors de partir en Éthiopie, contre l'avis de sa mère adoptive, convaincue qu'il s'agit d'une arnaque. Elle préfère témoigner anonymement, car elle travaille au contact du public. À l'époque, elle a toute confiance en l'association et n'arrive pas à remettre en question la version qui lui a toujours été livrée. Mélissa, dans son euphorie, dans son excitation, dans sa colère, s'était dit que j'allais lui dire mais oui, ma chérie, c'est très bien, t'as des parents, super, on y va, viens, on y va ensemble. Mais moi, j'étais incapable d'accepter, d'entendre que, avec toutes les précautions qu'on avait prises et toutes les démarches faites, qu'on s'était fait rouler depuis le début et qu'on avait vécu tout ça en partant sur de mauvaises bases, de mauvaises informations. Notre histoire à nous, c'était notre Mélissa qui était arrivée parce que ses parents étaient morts. C'était ça, notre histoire. En Éthiopie, Mélissa rencontre sa mère, mais aussi son père biologique, et découvre qu'elle a même une grande sœur et 5 demi-frères. À son retour, Mélissa et sa mère adoptive ne se parlent plus. Elles n'auront plus aucun contact pendant 6 ans. Je me suis dit, Mélissa, elle n'est pas en capacité de gérer deux familles en même temps. Il faut qu'elle fasse son chemin, qu'elle avance, et d'avoir 2 mamans, 2 papas, c'est pas facile. Et puis je me suis dit que peut-être j'étais plus sa mère, du fait qu'elle avait retrouvé sa maman biologique et son père biologique, peut-être on n'était plus ses parents. Je me disais, après tout, c'est plus facile pour elle de tirer un trait sur moi, et voilà. En Éthiopie, Mélissa a découvert enfin sa véritable histoire. Elle n'a jamais vécu dans un camp de réfugiés, mais dans la capitale, à Addis Abeba,
dans cette maison à quelques kilomètres du foyer pour enfants où elle a été placée. Chiwai, sa mère biologique, y vit toujours. Au moment de l'adoption de Mélissa, la famille était très pauvre. Voici la chambre. C'est là où je range mes affaires. Et là, c'est le salon. À l'époque, c'est la seule pièce de la maison. Chiwai travaille alors en tant que femme de ménage dans les Émirats. Mélissa, sa sœur et ses frères, dont Binyam, sont gardés par leur grand-mère. C'est elle qui décide de placer Mélissa afin qu'elle soit scolarisée. Elle avait à l'époque rédigé ce courrier pour son admission. Ma grand-mère a écrit ici « Je n'ai pas les moyens d'envoyer ma petite fille étudier à l'école. Son père ne nous aide pas et sa mère, employée de maison à temps plein, ne peut pas s'occuper d'elle. » Dans cette lettre envoyée à l'administration éthiopienne, la grand-mère a joint 3 témoignages qui confirment que ce qu'elle dit est vrai. Mélissa est placée. Quelques mois plus tard, les responsables du foyer auraient proposé de l'envoyer faire ses études à l'étranger. Ils auraient assuré que la famille recevrait chaque mois des nouvelles. Mais aussi que Mélissa reviendrait à sa majorité. On a reçu cette photo quelques mois après son départ. Et ensuite, on n'a plus aucune nouvelle. J'étais dévastée de chagrin. J'ai beaucoup prié. Mais je n'ai pas protesté. Je ne voyais pas ce que ça aurait pu changer. Je n'avais aucun moyen d'aller en Europe pour récupérer ma fille. Et en plus, on avait donné notre accord pour qu'elle parte. Binyam a réussi à se procurer un formulaire provenant du foyer où Mélissa a été placée. Sur ce document, les parents de la petite fille sont officiellement considérés comme disparus. Le père est mort et on ne sait pas si la mère est vivante ou morte. Personne ne sait où elle se trouve. Il est là le problème. C'est à cause de cette fausse information que Mélissa a disparu de nos vies pendant si longtemps. Pourquoi les services sociaux éthiopiens auraient-ils trompé la famille de Mélissa et dans quel but? L'association française pouvait-elle ignorer leurs agissements? Les enfants de Reine de Miséricorde est l'œuvre d'un enseignant, Gilbert Bayon, et de sa femme. Fervents catholiques, ils ont déjà 3 enfants quand ils adoptent une petite fille éthiopienne. Pour venir en aide à d'autres parents souhaitant faire comme eux, ils créent en 1990 un organisme d'adoption autorisé par le ministère des Affaires étrangères français. Gilbert Bayon se rend 3 à 4 fois par an sur place. Les futurs parents versent 5 à 7 000 € pour financer les procédures d'adoption. Selon l'association, Gilbert Bayon serait aujourd'hui en mauvaise santé et dans l'incapacité de répondre à nos questions. C'est le nouveau président François Vivier qui nous reçoit à son domicile. D'après lui, ce n'était pas à l'association de contrôler si les enfants étaient bien orphelins. Ce sont les services sociaux éthiopiens qui sont seuls à décider, à enquêter et à décider si un enfant est considéré comme adoptable ou pas adoptable. Plusieurs familles adoptives auraient pourtant alerté l'association dès le début des années 90. Leurs enfants affirmaient que leurs parents biologiques étaient vivants. Il a pu se faire que des familles téléphonent et que nous ayons fait, on va dire, des réponses peut-être un peu maladroites, parce qu'on avait des dossiers officiels avec plein de tampons, si je puis dire, qui disaient que ces enfants étaient orphelins, quoi. Et on disait aux parents, ben,
écoutez, vous nous dites que les parents sont vivants, mais voilà, pour nous, ils sont décédés. C'est vrai que... c'est peut-être... Il faut quand même comprendre que ça a dû être quelques coups de téléphone étalés sur quand même une dizaine d'années. Hein. Les services sociaux éthiopiens ont refusé nos demandes d'interview. Quant à l'association, a-t-elle juste manqué de vigilance ou a-t-elle au contraire sciemment fermé les yeux? Cette jeune Toulousaine en est convaincue. Quand elle est adoptée en 1993 à l'âge de 9 ans, Saba a le souvenir clair de ses parents et de ses frères et sœurs. Alors qu'elle ne parle que l'amharique, la langue éthiopienne, elle fait comprendre à ses parents adoptifs qu'elle n'est pas orpheline. Pour échanger avec moi, en fait, ils avaient quelques feuilles en fait, de vocabulaire en amharique pour entamer une discussion, parce qu'on n'avait pas le même langage. Ils m'ont expliqué en amharique, en fait, avec leur petit vocabulaire, qu'en fait, ils étaient mes parents. Et là, du coup, j'ai dit, bah non, c'est pas possible. J'ai déjà mes parents. J'ai déjà mes parents. Et je dois rentrer chez moi. Directement, je dois rentrer chez moi. Mes parents adoptifs ont appelé l'association pour leur dire qu'en fait, il y avait un souci, que je disais que je n'étais pas orpheline. L'association a répondu clairement que j'étais perturbée, que j'étais orpheline, que clairement j'avais des syndromes, des troubles de l'enfance, que j'acceptais pas le deuil, le fait d'être orpheline, d'avoir perdu mes parents, etc. et tout. Malgré ces réponses, les parents adoptifs commencent à croire leur fille. C'est la photocopie d'un papier que j'avais quand je suis arrivée en France, qui était autour de mon cou. Mes parents français ont demandé en fait à l'association s'ils pouvaient traduire en fait ce papier-là, parce qu'ils avaient compris que ce papier était important, parce que moi je leur ai dit, je savais plus le lire, mais je leur ai dit que c'était en fait toute ma vie. Les parents reçoivent une réponse quelques jours plus tard. D'après la traductrice mandatée par l'association, figure sur le papier l'adresse du foyer éthiopien où Saba a été placée, ainsi que les numéros de téléphone de travailleurs sociaux sur place. Le courrier précise enfin: il ne faut pas en tenir compte. Si vous le désirez, gardez-le. Mais sinon, vous pouvez le jeter. Car il ne faut pas qu'elle garde contact avec des personnes qu'elle ne reverra pas. Cette traduction s'avérera totalement erronée. En fait, la traduction, c'est juste l'adresse de mes parents biologiques, avec leur numéro de téléphone, du lieu de travail à mon père, chez mes parents, leur adresse, et voilà. Et ça, vous l'avez découvert bien plus tard? Bien plus tard, oui, bien plus tard. À l'époque, les parents adoptifs insistent pour que l'association déclenche une enquête sur place. Après 7 ans de démarche, les parents biologiques de Saba sont retrouvés à Addis Abeba. Mes parents adoptifs, ils étaient bouleversés. Vraiment bouleversés. Et ce qui a été le plus horrible pour eux, c'est d'attendre autant d'années pour savoir que je disais la vérité. C'est une manière, en fait, de vous forcer la main à pas croire votre enfant. Alors que vraiment, ils voulaient m'aider et que vraiment, ils voulaient vraiment que je sois heureuse. Et c'est horrible de faire vivre ça à des gens. L'année suivante, Saba retourne en Éthiopie et renoue avec sa famille. À son retour, sa mère adoptive contacte l'aide sociale à l'enfance pour dénoncer les pratiques de l'association. Aujourd'hui, une trentaine de familles estiment avoir été trompées. 3 d'entre elles ont décidé de porter plainte pour abus de confiance et escroquerie. Conseillée par l'avocat Antoine Vey, elle souhaite que la justice se penche sur les dysfonctionnements dans ces adoptions. Il y a eu trop de fraude et trop de falsifications pour que ça soit juste une démarche qui était mal rodée. Mais voilà, il y a clairement un élément intentionnel dans la falsification. À quelle fin? Est-ce que c'est pour gagner de l'argent? Est-ce que c'était pour faire adopter ces enfants qui, effectivement, étaient dans un climat de guerre extrêmement difficile? Ça dépend comment on regarde l'humanité. Mais a priori, on n'est pas là pour accuser des gens sans savoir et sans avoir recueilli leurs explications. Ce qu'il y a, c'est que les explications qui ont été données à tous ces plaignants jusqu'à présent, notamment au niveau de l'association, ne sont pas suffisantes pour leur apporter des réponses claires. En réaction à ces plaintes, un collectif de près de 140 familles s'est formé en soutien à l'association, qui, elle, nie toute intention malveillante.
enfant de Reine de Miséricorde, affirme même avoir été trompé par certains parents biologiques. Il se serait fait passer pour mort afin de faire adopter des enfants dont il ne pouvait plus s'occuper. Lorsque des mensonges ont été faits, ils étaient, dans tous les cas qu'on a pu identifier, et dont on nous a parlé, pour lesquels il y a eu des témoignages, ça vient toujours de la famille d'origine. C'est au niveau de la famille d'origine, on a voulu rendre un enfant adoptable, et si besoin était, on a menti, on a fait des fausses déclarations pour pouvoir rendre cet enfant adoptable. C'est le cas, par exemple, du père de Vincent, Amélie et Élise, ceux qui ont retrouvé leurs 2 sœurs biologiques après 19 ans de séparation. Il a trompé l'orphelinat en se faisant passer pour mort afin de pouvoir abandonner ses enfants. L'association dit avoir découvert ce type de mensonge en 2004. Elle aurait immédiatement arrêté de travailler avec 3 foyers qui auraient été complices. Vous avez quand même décidé de continuer des adoptions, malgré tout? On a continué les adoptions, d'abord parce qu'on les a continuées. On a quand même constaté que c'est quand même un phénomène un peu ponctuel et local, concernant quand même peut-être quelques dizaines d'enfants, mais ça restait local, dans un orphelinat, essentiellement dans un orphelinat, et que donc on a continué dans d'autres endroits, mais avec des règles de fonctionnement que l'on a voulu beaucoup plus strictes. On sentait de la part de nos partenaires un tel besoin de pouvoir confier des enfants à l'adoption parce qu'il n'y a pas de solution locale, que c'est quand même ça qui l'emporte. En tout cas, il est très clair que ERM n'a été en aucun cas acteur, ni même complice d'une adoption illicite, puisque c'est un terme qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Malgré les précautions que l'association estime avoir prises, des irrégularités auraient pourtant continué après 2004. Stéphane et Nadège ont adopté Baya en 2007. Depuis, ils ont retrouvé sa mère biologique, qui elle aussi leur a juré n'avoir jamais consenti à l'adoption de sa fille. Pour le couple, l'association aurait continué à être négligente. L'association donc Reine de Miséricorde, elle est reconnue par les autorités publiques françaises. Elle a un agrément. Donc, si vous voulez, c'est quand même bien elle qui est responsable des adoptions qu'elle fait. Donc, c'est à elle de vérifier si toute cette transparence, toute cette chaîne... oui, du début à la fin. Voilà, pour à la fois garantir aux enfants qui sont adoptés et puis au couple... oui, cette chaîne de transparence, je pense que ça me paraît, c'est élémentaire. Quand on a rencontré la maman de Baya, moi je me suis dit, mais enfin, je suis maman et en fait, c'est moi qui lui ai volé son enfant, presque. C'était le ressenti que j'avais. J'étais très mal à l'aise vis-à-vis de toute sa famille, en fait. Stéphane a fait partie du bureau de l'association. D'après lui, les motivations des dirigeants de l'époque ne seraient pas financières. Ils auraient été aveuglés par leur cause. Ils ont l'impression de faire du bien aux enfants, quelle que soit l'histoire de l'enfant. Donc, même s'ils occultent l'histoire de l'enfant, pour eux, ils font du bien. Et si vous regardez leurs témoignages, de toute façon, il y a beaucoup de misère en Éthiopie, donc à partir de là, si vous offrez une éducation, vous offrez une famille, à la limite, on s'en fiche de l'histoire de cet enfant, qu'il soit légalement ou pas adoptable, quoi. Donc ça, c'est aussi... Ça m'a choqué. Suite à notre tournage, l'association admet que 42 enfants adoptés ont retrouvé au moins un parent biologique, dont 11 après 2004, sur un total de plus de 1500 dossiers. Il pourrait y en avoir beaucoup d'autres. L'Éthiopie a décidé d'interdire les adoptions à l'étranger il y a 3 ans. L'association Les Enfants de Reine de Miséricorde continue de clamer sa bonne foi.